14 février 2022, première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Comme vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. C'est un rendez-vous que vous pouvez également suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Juge Vaha, Juge Bougma, bienvenue. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, Juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, Juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Coopération, le Danemark annonce qu'il va suspendre partiellement son aide au développement au Burkina Faso. La raison avancée, la prise de pouvoir par le MPSR, une suspension dite partielle puisqu'elle n'affecte pas les projets humanitaires et les projets en lien avec la société civile. C'est le premier sujet enrôlé pour la première convocation. Le deuxième sujet, lui, va porter sur le non-renouvellement du contrat de Kambou Malo à la tête des étalons du Burkina Faso. Le décryptage de ces sujets, ça se fera après la première virgule, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole pour votre avant-propos. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner ce document qui a circulé hier sur les réseaux sociaux alors que c'est estampillé confidentiel. Si en soi, je ne vois pas en quoi est-ce que d'ailleurs ce qui est contenu est confidentiel, puisque ce sont des enfants de la République, donc des soldats de la République, qui ont été appelés à partir de leur corps d'origine à aller servir dans une autre entité de la République, qui est la protection du chef de l'État au sein du GSPR. C'était sous d'ailleurs la transition après la dissolution de l'ex-RSP. Donc, qui regroupait effectivement des éléments issus de la police, de la gendarmerie et des forces armées nationales. Qu'on leur remette à leur ancien patron pour réemploi, bon, moi je ne sais pas où se trouve effectivement la confidentialité. Donc de mon point de vue, il n'y avait rien à cacher. Du moment où le GSPR est connu, même si on ne connaît pas tous ceux qui composent le GSPR, chacun connaît une ou deux personnes quand même qui y travaillent. Il y en a qui en connaissent d'ailleurs plus. Donc ce n'était pas en soi, de mon point de vue, aussi confidentiel que cela. Moi, ce qui me dérange, c'est que malgré le saut de confidentialité, on retrouve également des documents sur les réseaux sociaux. C'est l'esprit qu'il y a derrière et qui, moi, me dérange. Voyez-vous, on a à nous ressaisir sur le plan du civisme et sur un certain nombre de choses. Maintenant, on a aussi à être éduqué sur l'usage des réseaux sociaux. Parce que le partage, il est simple. Souvent, c'est simple. C'est des gens qui disent, bon, écoutez, voilà, je t'envoie le document qui valide, dit, bon, que je t'envoie ça. C'est dans je t'envoie ça que après, ça se retrouve dans un groupe où il y a des gens qui sont concernés par le traitement du même dossier. Et puis c'est parti, ça part de là. Mais si on est conscient que ce document-là ne doit pas, ça ne va pas fuiter. Avant, comme c'était du main à main, ou par mail, ça va. Mais maintenant, c'est des partages de groupes, de réseaux sociaux, de forums de discussion, donc rapidement. Donc je dis bien, les autres républiques ont ces choses-là, ont des choses souvent même plus laides que pour nous. Mais ce n'est pas sûr. Sauf par l'effet d'un piratage. Mais ici, ce n'est pas l'effet d'un piratage. C'est quelqu'un qui s'assoit de son propre chef et qui fait balancer. Alors que si on veut être sérieux dans une enquête minutieuse, on peut retrouver d'ailleurs la personne qui a publié et de par où ça a commencé. Mais ça même on ne fait pas. Donc j'ai dit, ce lundi matin, donc mon thème principal, c'est qu'il faut qu'on se ressaisisse. Il faut beaucoup plus de sagesse pour ceux qui nous gouvernent et pour ceux qui sont à des postes d'administration et qui sont à chaque maillon de la chaîne. Maintenant que des gendarmes soient remis à leur corps d'origine, certainement que la police va suivre l'armée, les éléments de forces armées nationales également vont suivre. On peut épiloguer sur cela. Mais en attendant, je dis bien, il y a un document qui, au fond, je dis bien, quand on regarde, il n'y a réellement rien de confidentiel. Mais dès lors aussi que c'est estampillé du sceau de confidentiel, comment on appelle ça, la bonne attitude également, c'est de garder ça confidentiel, quitte à ce qu'officiellement on annonce un jour que le GSPR est dissous.
Donc c'était ça mon avant-propos. Et donc je voudrais souhaiter un très bon lundi à tout le monde, une excellente semaine. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, nous écoutons votre avant-propos. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner la République démocratique du Congo. Samedi dernier, il y a eu un défilé des plus particuliers, 5000 militaires de la garde républicaine. Il faut dire que c'est ceux-là qui s'occupent de la sécurité des institutions, mais particulièrement ce qui est intéressant, c'est celle du président Tshisekedi. Et c'est dans un contexte qu'on connaît, l'arrestation de Beya, qui est le conseiller spécial de Tshisekedi en matière de sécurité, qui, je le rappelle déjà ici sur notre plateau, a travaillé quand même depuis, je pense, Mobutu, et passé par Kabila père et Kabila fils, qu'on dit toujours proche donc de Kabila, mais qui est celui qui parle à l'oreille de Tshisekedi pour ce qui est des questions de sécurité. Et lorsqu'il a été arrêté, les bruits qui couraient, c'est qu'un coup d'État avait été fomenté, ou bien ils étaient en tout cas sur ces pistes-là. Et je parle du défilé de samedi parce que ce défilé-là, il avait comme pour intérêt premier de noter que ces forces-là sont derrière le président, donc rassurer un peu les populations. Et moi, je me dis, il n'y a pas plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus difficile même que ce type d'action. Parce que là, c'est la preuve que ça ne va vraiment pas. Sinon, on n'a pas besoin de manifester comme ça son soutien au président ou dire qu'on est resté derrière. Non. Ça dénote de ce que il y a beaucoup de doutes dans la maison. Qu'est-ce qui se passe en RDC? On est en train de regarder. Et puis, pourquoi des volontés de coup d'État? C'est vrai que le coup d'État, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. C'est lorsque c'est fait que les uns viennent dire aux autres pourquoi ils l'ont fait. Sinon, on a vu des chefs d'État se faire sauter alors qu'ils étaient à leur dernier mandat. Ils avaient même mis les choses en branle pour organiser des élections. Ils n'allaient même pas rester et tout. Donc, on ne sait pas ce qui est en train de se passer en RDC, mais on sent quand même que sur cette question-là, il y a un président qui n'est pas à l'aise, qui est dans un inconfort, et il y a une population aussi qui est dans un doute qui est très fort. On espère que ça ne sera pas ça, et que bon, peut-être que c'est juste Tshisekedi qui est en train de nettoyer autour de lui, et parce qu'il est venu, maîtriser pas un appareil, il a été obligé de composer avec certains de l'ancien système, donc peut-être que petit à petit il est en train de s'en défaire, mais si c'est vrai qu'il y a vraiment ces choses qui sont fomentées, il y a de quoi s'inquiéter. Merci pour ces avant-propos, merci également à l'équipe de réalisation du tribunal de l'actualité qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Le Burkina Faso devra se passer momentanément de l'aide au développement octroyée par le Danemark, une suspension décidée en tout cas par le gouvernement danois après la prise du pouvoir par le MPSR. Alors, juge Bougma, c'était un coup dur pour le Burkina Faso et aussi pour les nouvelles autorités qui avaient fait un plaidoyer pour avoir le soutien des partenaires techniques et financiers. Non, ce n'est pas une surprise. Les nouvelles autorités sont bien payées pour savoir que quand vous faites un coup d'État, que c'est un régime d'exception, il y a des coopérations qui vont se suspendre. C'est connu, c'est su. Ailleurs, ils ont vu, même au Burkina, dans les années des coups d'État, ils ont vu. Donc, dire que c'est une surprise, non. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Maintenant, leur sortie, leur communication, c'est pour amoindrir effectivement le choc, pour que certains puissent rester. Et voilà, parce qu'il y a des pays naturellement qui vont rester, qui n'en ont que faire de ce que vous avez fait coup d'État. Ce n'est pas dans leurs conditions de collaboration. Et là même, vous regardez que ce n'est pas tous les aspects de la coopération qui sont suspendus. J'ai toujours pris l'exemple belge en 2015 sous la transition, même quand c'était à l'issue d'une insurrection populaire, elle l'a suspendu. Maintenant, il y a des aspects, parce qu'il y a la coopération bilatérale et la coopération multilatérale. Donc, il y a de ces aspects-là qui vont rester, mais il y a d'autres qui vont effectivement être arrêtés, comme le cas danois. Et c'est sûr que d'autres pays vont suivre. Ça va venir, parce que c'est leur principe également de collaboration, c'est leur condition de collaborer effectivement avec vous. Et si ces questions, c'est à prendre ou à laisser, ce n'est pas négociable. Donc, je sais aussi, comme on appelle ça, ça va me tourner que Damiba et ses compagnons ne sachent pas que ça ne va pas, comme on appelle ça, ça ne va pas être suspendu. Certains pays ne vont pas suspendre, non. Dès lors que les organisations ont commencé, CEDEAO, il y a la francophonie tout récemment, les pays aussi, ça va venir. D'accord. Alors, juge Vaha, Bernard l'a dit, ce n'est pas une surprise en soi, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre l'effet boule de neige, que d'autres pays, justement, emboîtent le pas du Danemark?
Non, pour moi, ce n'est pas des choses à craindre, c'est des choses de l'ordre du naturel. Parce que ce sont souvent aussi, quoi qu'on dise, des États qui engagent des coopérations avec des pouvoirs élus. Parce qu'ils ont cela de transversal qu'ils défendent, c'est la question de la démocratie. Et donc les coups de force sont très mal vus et les coups de force sont d'abord condamnés dans le principe. Et c'est d'ailleurs dans le principe que justement ces coopérations-là souvent cessent. C'est une forme de dénonciation aussi pour eux, quoi qu'on dise, d'un ordre qu'ils ne souhaiteraient pas voir perpétué. C'était ça aussi qu'il s'agit. Et c'est un peu dans cette logique-là qu'il y a ce type de décisions qui sont prises. Donc, effet boule de neige, il n'y a pas à craindre cela, puisque ce sont aussi des valeurs qui sont pour eux un dénominateur commun quand on prend le cas de ces pays européens et tout. Et donc, ça veut dire que partageant les mêmes principes, ils risquent fort d'y avoir les mêmes décisions. Maintenant, le défi, pour moi, c'est ça aussi le plus important aujourd'hui, c'est comment est-ce que on en sort. Je crois que c'est ça le plus important. Je me rappelle que quand on parle du Danemark, le dernier, ce qui a été signé dernièrement, je pense que c'était 2021, pratiquement dernier trimestre, c'était toujours la question de coopération bilatérale parce qu'ils avaient un certain nombre de projets. C'était sur 2021-2025, 92 milliards, en gros, si ma mémoire elle est bonne, sur les questions de développement, sécurité, changement climatique. En tout cas, il y en a beaucoup comme ça. Donc, ça veut dire que c'est une coopération quand même qui a une santé très intéressante. Maintenant, il y en aura d'autres qui vont aussi forcément s'arrêter du fait du même principe. Maintenant, je dis, la balle est dans le camp de nos nouvelles autorités. Qu'est-ce qu'elles feront pour inverser la tendance? Et là, il faut une diplomatie qui soit adaptée. Pas seulement une diplomatie, mais il faut des préalables qui commencent à donner des signaux intéressants à la communauté, ce qu'on pourrait appeler comme ça comme communauté internationale. J'y mets aussi l'espace le plus immédiat dans lequel nous sommes, CEDEAO et tout. C'est dans la question des organes de notre transition, la question de la façon dont on va mener notre transition, la question de la durée de notre transition. Ce sont des choses comme ça qui petit à petit vont rasséréner et qui vont peut-être ramener certains à continuer d'accompagner le Burkina Faso. Mais pour l'instant, ils seront dans l'expression de ce qu'ils défendent comme principe. Et donc, on est là dans des postures principielles. D'accord. Alors, Bernard l'a rappelé tantôt, le projet humanitaire et aussi ce qui est octroyé à la société civile comme aide va rester. C'est bon à prendre pour les autorités burkinabées. Je parle pour les autorités burkinabées. Bon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Maintenant, c'est des gens qui ne vont pas entièrement. Ils ont toujours leur relais. Vous voyez, quand on parle de société civile et tout, c'est quoi qu'on dise aussi, c'est aujourd'hui le mode d'intervention privilégié dans beaucoup de coopérations aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il y a eu celui de pays à pays avec les ministères qui continuent forcément donc les structures étatiques. Maintenant, il y a une confiance plus accrue à passer par ceux qui sont l'émanation même des populations en termes d'association, de regroupement, et pour eux c'est ce qui permet d'avoir un impact premier. Donc c'est pour ça que vous allez voir que ce type de coopération et ce type de financement à travers ces lignes-là vont demeurer. Et puis il y a des questions aussi, quelquefois, quelle que soit la façon dont vous voulez entre griffes restreindre la coopération, restreindre les liens avec un pays, il y a un minimum qu'on ne peut pas, couper. Et même quand vous avez vu ce qui concerne la CEDEAO par exemple, les sanctions qui ont été prises à l'endroit du Mali, c'est des sanctions qui sont très lourdes, ça il faut se le dire, mais il y a quand même des actes qui ne sont pas touchés. C'est-à-dire que le transit de première nécessité, comme on appelle, du matériel de première nécessité, les questions des besoins essentiels, ces choses-là, on n'y touche pas parce que même si on n'est pas d'accord et on n'est pas heureux de la tenue des choses dans un pays, il faut quand même permettre aux populations de continuer d'avoir le minimum et de continuer de vivre. Et ça, c'est des principes. Et pour cela, il y a des axes, par exemple, de la coopération qui ne vont pas cesser parce que c'est sur ces bases minimalistes là au moins qu'on peut continuer de s'attendre, parce que derrière il y a la question du droit de l'homme, il y a beaucoup d'autres questions qui sont liées à cela. Donc ça ne va pas cesser, mais pour les autres ça sera une façon d'envoyer un genre de coup de gueule et puis de rappeler les principes auxquels ils sont attachés eux.
Alors, il y a le Mali aussi qui est également visé par cette sanction, mais pas pour les mêmes raisons. Le Burkina Faso paye pour avoir, en tout cas, pour le coup d'État du MPSR au Mali. C'est pour justement avoir demandé le départ des forces danoises opérant pour le compte de la force Takuba. Alors, juge Bougouma, votre regard là-dessus, notamment pour le cas malien. Non, en diplomatie, d'ailleurs, il y a le principe de la réciprocité, souvent, qui est opéré. Donc, en fonction de ce qui s'est passé, vous réagissez de la même chose. Donc, il y a eu plusieurs cas comme ça. Mais maintenant, par rapport à la question de la force Takuba, ce n'est pas un principe de réciprocité parce que le Danemark n'a pas renvoyé des soldats maliens sur son sol pour dire que c'est la même chose. Maintenant, le Danemark a trouvé une autre façon de réagir. Donc, c'est-à-dire, bon, vous renvoyez nos hommes, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de nous. C'est plus ou moins ça. Mais bon, bref, c'est ce choix que le Danemark a procédé. Donc, là aussi, c'était attendu, parce que c'est un pays qui est fâché, et naturellement, qui se sent humilié, qui se dit non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas renvoyer nos forces spéciales dans des conditions comme ça. Et il y a un Mali aussi qui est fâché, qui dit que vous ne pouvez pas envoyer vos forces spéciales dans mon pays comme ça. Donc, c'est un dialogue de sourds, chacun défend ses positions, mais peut-être que d'autres pays de l'Union européenne vont suivre la démarche du Danemark. Donc, les Maliens aussi s'attendaient à cette réplique, parce que c'est un Danemark aussi également qui ne voulait pas céder par rapport au rappel des troupes. Ça a été pratiquement la force. Donc, j'ai dit, c'est sûr que c'est la réponse à ce que Bamako a pris comme décision de dire qu'on ne veut pas que vous envoyiez vos troupes sur nos sols dans ces conditions. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de prendre acte que les deux pays ont décidé de travailler comme ça. Donc, c'est vraiment pas la même chose dans le cas du Burkina, parce que là, c'est des soldats que le Mali a renvoyés et puis le Danemark est fâché. D'accord. Alors, Geoffroy l'a dit, pour le cas burkinabé, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une diplomatie spécifique qui tient compte du contexte aujourd'hui pour assurer les partenaires techniques et financiers? Diplomatie spécifique qui tienne compte, je ne sais pas ce que ça renvoie, mais en réalité, parce que je n'arrive pas à comprendre ce que le doyen veut dire par là, mais en réalité, c'est quoi? C'est des pays qui interagissent avec vous dans des conditions bien précises. La Chine ne dira pas que, comme il y a un coup d'État, moi je m'en vais. Je ne crois pas que la Turquie également dise la même chose. C'est les anciens habitués du continent, pour ne pas dire ceux qui ont colonisé le continent, qui ont déposé avec les dirigeants du continent un certain nombre de conditions de collaboration. Les choses se sont accentuées à partir du discours de la Baule en 90. À partir de ce moment, chacun était obligé, à qui mieux, d'organiser ce que certains appelaient les conférences nationales souveraines. Les plus réussies, c'est le cas béninois en son temps, qui avait très bien réussi. D'autres, c'est des dénominations différentes, mais c'est pour organiser cette grande rencontre avec ce qu'on appelle les forces vives de la nation, trouver une feuille de route, mettre en place des constituantes, rédiger des constitutions, aller à un référendum qui a, pour les pays qui étaient des pays d'exception comme le Burkina, le Bénin, et le Mali en son temps, parce que tout le monde n'était pas dans les régimes d'exception. Il y en a qui étaient déjà dans des régimes démocratiques, qui organisaient régulièrement des élections, même si c'est organisé dans des conditions comme on connaît, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui étaient des pays habitués déjà aux élections. Donc, à partir du discours de la Baule, chacun est allé tailler une constitution comme il l'entend, organiser un référendum, valider et maintenant organiser une élection présidentielle, une élection législative et une élection pour les municipales. Pour commencer ce qu'on appelait la démocratisation du continent grandeur nature. Et on vous dit, si ce n'est pas un régime démocratique, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de soutien, quelle que soit la nature. Point. Donc on ne veut plus quelqu'un en béret ou en treillis se pointer à un sommet qui est le chef de l'État. C'est dans ces conditions-là que les Blaise Compaoré ont troqué les treillis là contre les vestes, les Mathieu Kérékou, et j'en oublie. Donc, on est parti dans ces conditions maintenant. Dans leur cas, on a validé, on a accepté. Donc, si vous suspendez la Constitution dans des conditions de coup d'État, là, dit, bon, écoutez, comme on s'était entendu, on n'est plus d'accord, donc on arrête.
C'est des choses qui sont déjà calées à l'avance. Mais les nouvelles façons, les nouveaux conquérants, ou bien les nouveaux partenaires, comme on les appelle, ne s'embarrassent pas de ces questions-là. Ça ne regarde pas la Turquie, ça n'intéresse pas la Chine, encore moins la Russie, ce n'est pas le problème. Donc, eux, c'est qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ce sont les autres anciennes puissances qui ont ces conditions-là. Et vous regardez, c'est eux. C'est France, c'est Belgique, c'est Danemark, c'est Canada, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Voilà déjà que le Millennium Challenge, le MCA a suspendu. Donc, alors qu'en 2015, ça continuait. Parce que c'était une insurrection populaire, comme il l'a dit. Ce qui fait que la tâche devient compliquée pour vous. Maintenant, dans ces conditions, qu'est-ce que vous faites? C'est de trouver des mécanismes pour pouvoir amoindrir ces chocs-là et donner des gages. Et ça va dépendre maintenant des gages que vous allez prendre à l'interne. Et c'est pourquoi, monsieur le lieutenant-colonel Damiba nous sert de la démocratie dans un régime d'exception, veut nous servir de la normalité dans l'illégalité, comme le dit quelqu'un, qui dit que c'est une normalité illégale. Bon, ce qui fait que c'est difficile, l'attelage est difficile à prendre. Un acte fondamental à côté, une constitution à côté, des juges constitutionnels qui viennent dire que oui, il est président de la République, consacrant la prise du pouvoir par les armes. Et à côté, qui pense à des organes de transition, mais qui dit à des gens de travailler, et ces personnes aussi qui font de larges consultations pour pouvoir avoir le plus de consensus possible. Pour ça, c'est quoi? C'est pour effectivement que à l'international, on puisse dire que la transition, les organes et tout ce qu'il y a comme contenu a eu un esprit inclusif, a eu un esprit consensuel. Et donc, il y en a qui regardent pour voir, bon, dans ces conditions, nous n'allons pas suspendre. Donc, ce n'est pas seulement la volonté en ce moment de la diplomatie burkinabé, mais à l'intérieur, il y a des gages de bonne foi qui sont montrés. Je pense que c'est dans ce calcul-là que M. Damiba et ses camarades sont. Et donc, nous sommes dans un tel contexte. Regardez en Guinée, la communauté internationale attend la date. Elle a pris acte de la mise en place de la charte et puis des autres organes, mais elle attend la date des élections pour pouvoir se prononcer. Au Mali, ce qui a fâché, ce n'est pas le non-respect du 27 février, c'est beaucoup plus les 5 ans, mais aussi un rapprochement très serré avec la Russie qui a fâché et qui a mis le feu aux poudres. Donc nous aussi, c'est sûr qu'en fonction des délais que nous allons donner, du contenu que nous allons donner, d'autres pays vont réagir en disant, bon, il y a des gages de bonne foi qui sont donnés, je reste ou je reste pas. Mais je suis d'accord également que sur le plan de la diplomatie, si vous n'avez pas un diplomate chevronné, capable d'arrondir un certain nombre d'angles aussi, ça va être très compliqué dans ces conditions. D'accord, on l'a dit, il y a eu des concertations. Oui, précisez. Là, je se posais la question de savoir de quoi je parle. Voilà, je ne comprenais pas bien. Oui. Mais ce qui me rend heureux, c'est qu'il termine par dire qu'il faut une diplomatie qui soit arrondie par des personnes qui puissent arrondir les angles et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez même le cas malien, ils ont une posture, mais cela transpire même dans la façon dont ils mènent, parce que la diplomatie aussi, c'est les relations que vous avez avec les autres et la façon dont vous défendez ces postures-là. Abdoulaye Diop, s'appelle, vous l'avez vu avec ses interviews sur RFI, sur beaucoup de médias, il est au front, mais sur une façon dont le Mali conçoit ses relations avec les autres. Et c'est ce que transpire le Mali aujourd'hui, et ils ont une diplomatie qui est adaptée à ça. Je ne dis pas que pour le cas burkinabé, ça doit être de rentrer peut-être dans le même procédé. On peut avoir une autre posture où on se dit, bon, on a intérêt à aller un peu plus soft et à arrondir les angles sur un certain nombre d'éléments et de donner des gages. Mais quand vous avez fini de donner des gages avec même un temps un temps de transition qui soit peut-être plus accepté, ou voilà, vous mettez un processus en place qui donne un peu plus de souplesse, il faut bien quelqu'un qui aille voir pour que dans la coopération que vous ayez avec les autres, il y ait un certain rétablissement de façon progressive. C'est de cette diplomatie-là dont je parle. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la bonne ligne, la bonne direction dans laquelle on est en train de partir. C'est pour cela que je dis, il y a d'abord
les éléments qui vont constituer la transition, qui permettront, parce qu'on parle de coopération, à ceux qui ont pour principe aujourd'hui la question de la démocratie et qui l'expriment à travers la rupture de coopération, qu'ils voient qu'on est dans un ordre nouveau, c'est vrai, dans une situation particulière, avec un contexte qui nous y a amené. Maintenant, en ligne de mire, il y a peut-être le retour d'un ordre normal, et je dirais, à un moment donné, il faut aussi accompagner, donc il faut alléger peut-être ce qu'on a comme disposition ici et là. Maintenant, il y avait une autre question que vous posiez aussi à Bernard sur le cas malien. C'est vraiment pas pareil, parce que quand on regarde la posture danoise, c'est qu'elle s'est sentie comme avec le cas de l'ambassadeur de France humilié. Vous vous rappelez que le Mali a demandé aux forces danoises qui étaient présentes sur le sol de se retirer d'Ardar. Et il y a eu un échange où la partie danoise se disait surprise parce qu'ayant eu une demande claire du Mali et demandait d'ailleurs des précisions sur la nouvelle posture malienne. Le Mali a dit, on vous a dit de façon verbale que votre projet était en étude, jamais cela n'a été validé, et parce que ça n'a pas été validé, vous n'avez rien à faire ici, foutez le camp. C'est comme ça que ça a été dit. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de gants, et la partie danoise se sentant donc frustrée, humiliée, a retiré ses militaires, mais en même temps a dit, comme c'est comme ça, tu ne veux pas de mes soldats, tu n'auras pas mon argent. Mais il y a une posture malienne qui est logique. Et ils sont restés droits dans leurs bottes avec Abdoulaye Diop qui a expliqué dans le détail que c'est un pays indépendant. C'est pas parce que avec la France, ils ont un certain nombre d'engagements qui ont été pris, ils ont des choses qui ont été discutées, que sous le couvert de la France, on peut aller prendre n'importe quel soldat en Europe et puis venir les déverser au Mali pour des missions qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes maliens. Et c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, si c'est pour ça que le Danemark s'en va, qu'il s'en aille, le Mali va se débrouiller comme il peut. Maintenant, comme on le voit aussi avec souvent nos États européens, et on crie, on rit dans les brancards, mais après c'est sous cap qu'on revient, mais il y a des intérêts qu'on ne laisse jamais. N'oublions pas quelque chose, personne ne vient par philanthropie. Il n'y a pas de bonhomie dans les relations entre les États. Qu'on parle de Russie, qu'on parle de France, il n'y a pas de bonhomie, il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a que des intérêts. Et c'est notre capacité à nous faire respecter et à donner les conditions de votre présence. Eu égard au fait qu'il ne faut jamais lever en tête que vous êtes là pour vos intérêts, mais il faudrait que moi je trouve mon intérêt dedans. Tant que ça on n'a pas compris, on va se leurrer à penser que bon, il y a des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts et c'est par rapport à ça qu'on se positionne. Alors au niveau des défis des nouvelles autorités, vous l'avez dit, il y a un travail qui doit être fait au niveau de la diplomatie. On a vu effectivement cette rencontre entre le lieutenant-colonel Damiba et les partenaires techniques et financiers et aussi les diplomates au niveau du palais de Kossiam. Au sorti de cette rencontre-là, le chef de file des PTF, qui est l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, avait rassuré que tout allait être mis en œuvre pour accompagner les nouvelles autorités. Mais après cette décision du gouvernement donnant, on a comme l'impression que ce n'était pas un discours qui était accepté de tous. Non, mais c'est vrai qu'ils le disent ensemble, on va accompagner, mais après, chacun fait son point. Et c'est le pays qui décide en toute légitimité, en toute indépendance, de poursuivre sa coopération avec un autre pays ou pas. Et ça ne va pas se faire sous l'influence d'un pays tiers ou quoi que ce soit. Non, non. C'est une coopération entre le Danemark et le Burkina. C'est le Danemark qui décide d'arrêter. Ça n'a rien à voir avec celle entre la Chine et le Burkina Faso, qui n'est pas tributaire de cette coopération qu'il y a. Je dis, chacun défend ses principes en la matière, chacun donne le message qu'il veut, et puis chacun fait comme il peut. Mais dans tous les cas, c'est qu'on sait qu'on sera rattrapé par les intérêts danois ou canadiens ou quoi que ce soit. On connaît les intérêts que chacun a ici, et puis comment les choses vont continuer de se faire, parce que au gré des intérêts et par rapport à cela, il y aura toujours un genre de collaboration qui va demeurer, un genre de coopération qui va demeurer. Maintenant, ce qu'il faut, et c'est ce que je disais à un moment donné, ce qu'il faut, maintenant, c'est donner, si c'est ce que nous voulons, les gages que sur une période donnée, nous allons revenir à une situation normale. Et ça,
ceux avec lesquels, ceux qui sont les amis du Burkina, qui sont sensibles à cela, pourront nous accompagner. Maintenant, ceux qui ne veulent, qui pensent que tant qu'il n'y a pas un retour à l'ordre normal, ils ne viendront pas. Bon, ils viendront prendre le train en marche à un autre moment. Mais étant donné que le Burkina demeure, il doit avoir aussi une mémoire. Quand vous me laissez dans des problèmes, c'est pas quand c'est réglé que vous allez venir me demander d'être prioritaire dans ce que je négocie avec X ou avec Y, sachant que au fond, à la fin, je dis toujours, c'est une question d'intérêt d'abord. Mais j'ose espérer aussi qu'ils comprendront et qu'ils révéleront leur copie, parce que, quoi qu'on dise, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, s'ils sont faits observateurs de notre actualité, on était pris à la gorge et à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Il y a des gens qui se sont assumés. Maintenant, il faudrait qu'ils donnent les gages de ceux qui ne vont pas s'éterniser au pouvoir et qu'on ne va pas rentrer dans des problèmes qui soient encore plus graves à gérer. C'est ça le plus important aujourd'hui. Qu'on puisse aider ces transitions-là à se faire, on puisse mettre ce qu'il faut comme réforme importante, on puisse, et c'est ça l'intérêt du Burkinabé aujourd'hui, si la coopération, si les amis du Burkina peuvent nous aider à pouvoir gérer d'abord la question sécuritaire, et nous aussi sur les questions de gouvernance, à montrer patte blanche en réglant la forte corruption qu'on a au sein de notre administration et beaucoup d'autres choses comme ça. Si on arrive à investir la tendance à donner de bons indicateurs sur ces éléments, le Burkinabé se retrouvera rassuré et puis ça va avancer. Et j'ose espérer que ce ne soit pas ça qui soit le plus important. Et puis sur la question sécuritaire d'ailleurs, je pense que le choix fort du Burkina a été de compter quand même sur son offre domestique d'abord et de voir comment est-ce que avec les coopérations par après, on peut essayer de baliser les choses. Merci, monsieur le juge. Nous allons passer à un tout autre sujet. Nous allons parler sport. Et je l'ai dit en début d'émission, le contrat de Kamou Malo et de ses adjoints ne seront pas renouvelés. Ainsi en a décidé la Fédération burkinabé de football dans un communiqué en date du 12 février dernier. Alors c'est une décision assez controversée. Juge Bouma, quand on regarde aujourd'hui le tollé que cela suscite au sein de l'opinion publique. Elle est vraiment controversée. Controversée parce que je fais partie de ceux qui n'ont pas été tendres vis-à-vis de Kamou Malo. Quand j'ai entendu de sa bouche que son contrat c'était pour les quarts de finale et que son contrat vis-à-vis de son employeur, son contrat est honoré et le reste c'est du bonus. C'était son contrat vis-à-vis de son employeur, qui est la Fédération burkinabé de football. Et j'avais même dit qu'en tant que citoyen burkinabé, donc supporter aussi des étalons, j'attends de notre fédération qu'elle nous explique pourquoi est-ce qu'on conclut un contrat avec un entraîneur pour des quarts de finale à une compétition de ce niveau-là. Surtout qu'ils sont partis, je dis bien, avec l'argent du contribuable. Donc je fais partie, en tant que citoyen burkinabé, de ceux qui ont contribué à ce que notre drapeau puisse être représenté. Donc à ce niveau-là, je ne comprends pas pour un pays qui a déjà joué un match de classement dans son histoire, qui a déjà joué des quarts de finale, qui a déjà joué une demi-finale dans l'histoire. Et même une finale. Et même une finale, rêve toujours de conclure un contrat pour des quarts de finale. Je dis non, il faut que la fédération nous explique qu'est-ce que ça veut dire cette affaire. Effectivement, hier au JDS, Dagba Raymond Papi a confirmé que le contrat de Kamou Malo c'était pour les quarts de finale. Mais là, effectivement, si c'est comme ça, il faut dire qu'il a bien fait parce qu'il a même fait en sorte qu'on joue le match de classement. Puisque non seulement il est arrivé en quart de finale, mais il a remporté les quarts de finale. Donc il a joué les demi-finales. Donc son contrat est largement atteint et il a eu du bonus pour la Fédé. Donc, à partir de ce moment, moi j'attendais naturellement le bilan de la Fédé. Et maintenant, la suite, si la Fédé dit c'est nous qui nous sommes engagés pour les quarts de finale avec lui, nous aussi on aura un autre regard. Mais je fais partie aussi de ceux qui disent qu'il a une seconde chance avec les étalons. Et ça aussi c'est mon point de vue. Parce que pour avoir pris l'équipe dans les conditions qu'on connaît, arriver à ce niveau de résultat, avec les manquements qu'il y a eu, il faut reconnaître quand même, il faut lui reconnaître un mérite. Je pense que c'est notre tout premier entraîneur qu'on appelle local à avoir atteint ce niveau de compétition, qui rejoint le rang de Philippe Troussier, Paul Put, Paolo Duarte. Donc, ici,
je me dis que quand on regarde également, comparaison n'est pas raison, mais quand on regarde Aliou Cissé du Sénégal et Kamou Malo au Burkina, Aliou c'est combien de temps? C'est 8 ans. Si la CAN n'était pas entrecoupée, 8 ans c'est combien de cas? C'est 4 CAN. Avec le même entraîneur qui a réussi à travailler le mental, le physique, la cohésion de l'équipe pour avoir un résultat. Et à cette CAN, il était très confiant. Et il a dit, lui, il ne part pas jouer au ballon, il ne part pas pour jouer à une CAN, il part remporter un trophée. Parce qu'il a atteint un niveau de maturité. Ils ont remporté le trophée. Mais quand il jouait contre le Burkina, quand ils ont dit qu'il est favori, il a dit non. Je ne suis pas forcément... Le Sénégal est une bonne équipe, oui. Mais les Burkinabés, après avoir atteint ce niveau de compétition, ont gagné en confiance. Donc, ont renforcé leur mental et c'est un élément à prendre en compte. Ça, c'est un regard lucide d'un expérimenté terrain. Et si on veut construire l'expertise nationale, c'est aussi à partir de cela. Mais bon, comme nous sommes dans un du Burkina, on casse et on recommence, en fonction de chaque nouvel arrivant, quand tu arrives, tu casses pour le prédécesseur et puis tu recommences à zéro. Celui qui arrive, il casse pour toi et il recommence à zéro. Donc, on ne construit pas sur la durée, nous sommes dans un perpétuel recommencement. Et c'est ce qui nous est donné de voir. Et pour terminer, on apprend également que c'est une décision unilatérale du président sans bilan avec le comité exécutif. C'est ce que Papi a dit hier. Donc, il y a au JDS, notre TV. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est effectivement des non-dits, parce qu'au sein de cette fédé, il y en a également qui disent que le nouveau président n'avait plus Kamou Malo dans son programme. Et qui attendait la moindre faille pour dire, bon, écoute, pour l'éjecter. Donc, il finit une canne à quelques jours du renouvellement du contrat. C'est une aubaine. On ne fait pas le bilan avec les autres, on ne tire pas les conclusions. Et puis, rapidement, on prend son stylo, on passe à autre chose. Mais bon, c'est pas aussi étonnant. Hein. M. Bansé, qu'on me présente comme manager de grade exceptionnel, pour ce genre de décisions controversées, il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup et certaines se sont terminées devant des magistrats. D'accord. Alors, au procès, je vais dire. Au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, le dernier classement FIFA est tombé, plus précisément le 10 février. Et quand on regarde très bien, le Burkina Faso est 56e sur le plan mondial, c'est-à-dire qu'on a gagné 4 places. Sur le plan africain, on est passé de la 11e place à la 10e place, juste derrière le Mali. Alors, est-ce que les raisons avancées par la fédération aujourd'hui sont sportives, selon vous? Est-ce qu'il y a des raisons qui ont été avancées? Bon, en tout cas, quand on regarde le communiqué, il n'y a pas de raison. Donc, ça met vraiment mal à l'aise. Et puis, on est dans un domaine de passion. C'est vrai, on est dans un domaine de passion, mais on ne peut pas prétexter des critiques, peut-être, somme toute, controversées ou peut-être légitimes. On ne peut pas, dans tous les cas, dans un domaine de passion, pareil, prendre des décisions à chaud, comme ça. Lorsque, surtout sur la question la question surtout sensus des résultats sportifs, il y a matière à bien regarder. Il y a des entraîneurs qui ont été éjectés dès le dernier match. C'est-à-dire que dès que le dernier match est terminé, ils l'ont éjecté depuis là-bas. Mais c'est parce que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Même pour le cas de Kamou Malo, il y a un problème. Il y a une critique qui a été acerbe vis-à-vis de lui, et ça c'est vrai, mais c'est concernant les 20 dernières minutes de la CAN. Maintenant, faut-il résumer tout son apport à ces 20 dernières minutes? C'est vrai, il y a eu la critique, et ça c'est normal dans un domaine de passion, celui du football. C'est normal que les Burkinabés disent on n'est pas d'accord, on a été humilié, c'était pas bien et tout. Mais cette décision ne peut pas être prise dans cette ferveur-là. Ou bien, est-ce que la fédération n'a pas vagué sur ce lynchage médiatique qui a été administré à Kamou Malo? Dans ce cas de figure, peut-être qu'on cherchait un prétexte pour le faire partir. Et puis, il y a des bruits de couloirs qui parlent d'un pré-contrat. Donc, ça veut dire s'il y a eu un pré-contrat avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que même si Kamou Malo était arrivé en finale, c'est pas sûr que revenu, il allait même rester. Donc, il faut peut-être chercher dans le non-sportif les raisons de son éviction. Bon, c'est vrai qu'il finira son contrat le 28 février, donc on parle de non-renouvellement de contrat. Mais moi aussi, il y a même la façon. Est-ce que c'était le moment de le jeter ainsi en pâture? Pour ce qu'il a apporté, on aurait pu mettre la manière. On se rappelle de Paul Put, qui nous a emmené en deuxième place, vous vous rappelez, c'était en 2013. Je pense que c'est en février 2015 que le comité exécutif
de la Fédé a discuté avec lui, c'était à Bobo Dioulasso, si ma mémoire est bonne, a discuté de son bilan et enfin, ils ont décidé à l'amiable de se laisser. Et quand vous regardez le communiqué à la fin, on parle bien du comité exécutif de la fédération qui a discuté avec le sélectionneur et qui a décidé à l'amiable de trouver une solution pour qu'il parte ailleurs. Et le motif a été donné. C'est résultat insatisfaisant. Parce qu'on avait eu, je pense, 2 défaites, un match nul, voilà. Résultat insatisfaisant. Mais on ne peut pas de go comme ça nous dire que bon, on l'a rencontré et c'est le président de la Fédérée qui dit, parce qu'on a l'impression que tout est jeu, tout est pratiquement lié à lui et peut-être c'est quelques vice-présidents. On ne parle plus d'un comité exécutif, ce qui pose problème. Donc du coup, il y a beaucoup de questions pour moi à se poser. Je le dis encore, on n'a rien, et moi c'est dans mon analyse, moi je ne suis pas un puriste du football, mais on regarde aussi la façon dont les choses sont gérées, on sent qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fédération. Même avant que les étalons n'aillent à cette CAN-là, on a vu des médiations pour essayer de tempérer les choses. Avec un président de la Fédé qui envoie une grosse pique à l'ancien président, qui plus est l'avait soutenu pour sa campagne. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont aujourd'hui, et s'ils regardent en chaîne faïence, quel est le problème, ça on ne maîtrise pas grand-chose. Mais quand le linge sale vient comme ça devant tout le monde pour une accusation d'avoir, je pense que c'était Sita qu'on accusait sur les questions de réorganisation de la CAN avec ce qui était voulu par avoir donné son accord pour un report probable. Un report probable de la CAN et tout. Mais rien que sur ça, il y a eu de véritables problèmes. L'un accusant l'autre de diffamation, il a fallu des rapprochements encore pour régler ce problème. On ne va pas rappeler aussi les 4 dont Papi que j'ai reçu hier au journal dimanche soir, qui ont été débarqués sans mettre la forme. Et alors que le regroupement qui devait décider des choses tentait à maintes fois de se retrouver, c'est le président Mansé qui trouvait toujours des subterfuges pour ne pas qu'il y ait la rencontre. Et pour finir, ça s'est terminé encore devant la justice et la justice a donné raison aux personnes qui l'avaient tenté de débarquer. Et pour cela, jusqu'à présent, apparemment, le comité exécutif, bon, ce n'est plus vraiment un groupe soudé. Et qu'est-ce qu'on veut pour la Fédé? Je disais quelque chose hier, vous savez quand vous tapez des briques là, si le moule n'est pas bien formé, il est tordu, toutes les briques qui vont sortir là seront tordues. Et la Fédération burkinabé de football, c'est elle qui organise notre football. La preuve, c'est elle qui va recruter un sélectionneur si les choses sont dites pour Kamou Malo. Quand bien même hier, Papi disait que ça ne va pas rester comme ça parce qu'il y a une suite. Quoi qu'il soit, il soit contre le fait qu'on ne renouvelle pas le contrat, mais c'est la manière dont les choses se sont faites qui fait que, bon, il risque d'avoir un second rang dans cette affaire-là. Donc je dis, il y a aussi peut-être, au regard de la recurrence de problèmes au niveau de la fédération, il y a peut-être un président de Fédé qui doit revoir un peu sa copie. C'est vraiment ce que je crois. Et pour moi, la décision telle que prise avec Kamou Malo vient montrer encore peut-être une façon de gérer qui semble être solitaire. Et ça, si c'est un problème, il faut qu'ils arrivent à se parler. Sinon, 2023, c'est déjà arrivé. Se donner aujourd'hui la pression de trouver un nouveau sélectionneur. On a des matchs qui ont été, je pense, arrangés dans pas longtemps. On doit les jouer. Il faut préparer ces joueurs-là pour... Le 28 contre la Belgique. Contre la Belgique. Il faut préparer ces joueurs pour une CAN. Il faut trouver un nouveau sélectionneur qui maîtrise bien nos joueurs, qui s'adapte à un nouveau plan de jeu. Je pense que c'est quand même c'est assez court pour ce qu'on pourrait avoir comme objectif. Maintenant, si pendant ce laps de temps aussi, on n'a pas eu à régler les problèmes qu'il y a au sein de notre fédération, que Bansé n'a pas pu ratisser l'âge et ramener les gens autour de lui, et que c'est dans cet intervalle-là qu'on va aller en 2023, je ne donne pas cher de notre peau. Il y a un gros problème dans notre football aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que ça, il faut que il crève l'abcès vite et maintenant pour ne pas que ça empoisonne les choses, parce que les résultats sportifs, on les a toujours quand on est unis, et la dernière CAN nous l'a montré. Même les petites équipes sont allées loin parce qu'elles ont montré sur le terrain qu'elles étaient vraiment ensemble. Et c'est les seules équipes qui ont montré un jeu collectif qui sont allées loin. Ceux qui avaient des dissensions en interne, c'est vite sorti et ils sont rentrés chez eux.
Alors, après la décision, il faut dire que beaucoup de Burkinabés ont apporté leur soutien au coach burkinabé. On a vu cette pétition qui a été lancée. Et parmi justement ceux qui sont à l'initiative de cette pétition, il y a ceux-là qui étaient très acerbes vis-à-vis de Kamou Malo. Est-ce que vous pensez que cette initiative peut porter? Bon, je ne sais pas si elle peut porter, mais moi je fais partie de ça. J'assume que je fais partie de ceux qui étaient fâchés sérieusement par rapport à cette affaire de mon objectif, c'est quart de finale. Et j'ai demandé que la Fédé nous explique parce que moi je ne comprends pas. Et la Fédé, effectivement, par l'intervention d'Abba Raymond Papi, est clair qu'effectivement, c'était jusqu'au quart de finale. Donc la Fédé même nous doit d'abord nous-mêmes des explications. Pourquoi quart de finale? Parce que j'ai entendu sur ce plateau, quand nous avions reçu les journalistes sportifs vendredi, il y a un qui dit que le coach il a mis quart de finale parce qu'il avait des objectifs, comme on appelle, minimalistes. Mais je me rends compte que c'est même pas lui. C'est quelqu'un qui a signé le contrat, il dit que toujours on arrive à ce niveau, c'est bon. Donc, mais j'ai dit, autant je fais partie de ceux qui n'avaient pas été tendres dans les commentaires, je fais partie évidemment de ceux qui ont dit il a une seconde chance avec cette équipe et il peut faire des merveilles avec cette équipe. Parce qu'il connaît déjà les joueurs, il connaît le mental. Et arriver à ce niveau de la compétition, pour quelqu'un également qui est à ses débuts à ce niveau de la compétition, c'est pas du jeu. Lui-même, en tant que coach, ça demande à son niveau aussi un autre niveau de mental. Un autre niveau de concentration et un autre niveau d'organisation, certainement qu'il n'avait pas. Mais si on casse comme ça et on recommence, je ne sais pas comment est-ce qu'on va capitaliser sur l'expertise nationale. Aliou Cissé aujourd'hui au Sénégal peut avoir le courage de négocier un contrat hors des frontières sénégalaises. Mais Kamou Malo, c'est pas évident. Qu'il aura le courage de pouvoir le faire parce que tout le monde, c'est le visage du coach perdant qu'on est en train de montrer. Ce n'est pas aussi de garder quelqu'un pour apprendre avec la Fédé, mais c'est de garder quelqu'un pour conforter déjà une assise. Et ça, c'est facile aujourd'hui pour lui de parler aux garçons comme il les appelle, de dire aux garçons ceci, de leur dire cela. Et c'est facile parce qu'on a une CAN qui s'approche à grands pas. Combien de temps ce comité exécutif, qui d'ailleurs a un climat de travail délétère, va s'accorder, s'asseoir, dégager le profil type souhaité, engager maintenant le recrutement, valider le recrutement, signer les contrats pour qu'il commence le travail avec l'équipe. Alors que rien qu'en mars, on a un match amical d'enjeu avec la Belgique, le 29 mars. Qui sera là-bas avec eux? Ou bien ce dernier est déjà connu, puisque lui et tout le staff part. Et c'est le 28 février. Donc le 29 mars, le jour du match amical, la journée FIFA, il n'est pas là. Qui part avec l'équipe? Ou bien il y aura ils vont trouver... il y aura un chargé d'expédition d'affaires courantes aussi là-bas. Mais je ne sais pas. Donc, il y a que ce que le juge va dire est vrai. On a un président de Fédé qui doit revoir sa copie, qui doit cesser de faire cavalier seul, parce qu'au fond, ça n'arrange pas notre football. J'ai vu dans les commentaires de certains que c'est un manager de grade exceptionnel. C'est vrai, il a fait ses preuves ailleurs, on est d'accord. Mais le manager de grade exceptionnel, oui, c'est des qualifications. Mais il y a d'abord aussi ce que vous portez comme valeur, ce que vous portez comme qualité de management qui vont valider le grade là que vous avez. On a vu des généraux félons. Mais on a aussi vu des sous-officiers de qualité ou des soldats du rang de qualité dans des armées. Même au Burkina, on a aussi vu des hommes politiques qui ont été sur la brèche durant des années. Mais quand ils ont eu l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire, ça a été la catastrophe. On a vu des ministres dans leurs domaines respectifs qui se sont cassés les dents quand ils ont pris le ministère. Donc ce n'est pas ça, c'est d'abord les qualités, les valeurs que la personne porte. C'est ça qui va impacter son résultat final. Grade exceptionnel, oui, mais est-ce qu'il y a des qualités exceptionnelles? Est-ce qu'il y a des valeurs exceptionnelles? Ça aussi, c'est à interroger pour un leader, pour quelqu'un qui se veut leader et qui dirige à ce niveau-là des gens de sensibilité différente dans un domaine de passion comme le football. D'accord. Alors, juste vous l'avez dit, ce communiqué-là vient montrer que le verre était déjà dans le fruit. La crise, elle était peut-être latente. Aujourd'hui, c'est un fait. Avec cette crise de confiance-là, même si on reconduit Kamou Malo, est-ce qu'il pourra
dans une atmosphère assez apaisée travailler. Parce que la dernière fois avec les journalistes sportifs, on l'a évoqué, le dernier match a aussi laissé des traces. Il y a eu des prises de bec entre le sélectionneur et certains joueurs, semble-t-il. Est-ce que tout cela ne peut pas aussi justifier cette décision de la Fédération burkinabé de football? Bon, non, ça ne peut pas justifier leur décision. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu hiatus dans le process même pour en arriver à la décision. C'est ça en fait le problème. Je rappelais que de mémoire, quand on parlait du cas de Paul, c'était Paul Put, il y a eu une rencontre avec le comité exécutif de la fédération et qui a jugé au regard du bilan insatisfaisant la façon de mener les choses. Et pour cela, et ça a été bien notifié, pour résultat insatisfaisant, monsieur, vous pouvez partir. Même si en 2013, vous nous aviez honoré avec une deuxième place à la CAN. Mais maintenant, où on en est, ça ne va plus. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra venir apporter un souffle nouveau. C'est clair. Mais ce que nous avons comme décision là, elle n'est pas motivée. Il y a un problème. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que demain on viendra nous servir quelque chose. Et je dis encore, il y a des bruits de couloir qui parlent de pré-contrat qui avait été donné à quelqu'un. Donc, et ça veut dire, de pré-contrat, ça veut dire que Kamou Malo, son sort était déjà scellé. Maintenant, pourquoi? Est-ce qu'il y a de l'extra sportif dans cela? Peut-être qu'il faut le dire. Mais l'extra sportif, ça sera avec qui? C'est avec le président de la Fédé ou c'est avec la fédération? Il y a une différence entre l'homme et l'institution. Donc, il y a beaucoup de choses pour moi qu'il faut chercher à comprendre. Et puis, pour moi, ça me fait encore sourire sur un état de fait qu'il faut relever ici. On ne gère pas avec les gens qui parlent sur Facebook. Si vous vous amusez à ça, vous allez vous retrouver au beau milieu d'une île sans personne autour de vous. Alors qu'on vous a applaudi, vous avez avancé. C'est ce qui est en train d'arriver. Les mêmes, les Bénards là, qui ont dit on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est eux qui sont derrière la pétition. C'est eux qui sont derrière la pétition. Non. Je vous soutenez la pétition. Non, je ne soutiens même pas la pétition parce que je ne l'ai pas signée. Est-ce qu'elle a des chances de prospérer? Je n'ai même pas répondu à votre question. Je ne sais pas si elle a des chances de prospérer, mais j'ai dit, je fais partie de ceux qui ont été durs. Mais j'exige également des explications. La Fédé me doit même des explications en tant que citoyen burkinabé. Vous voyez, c'est la boutade que je faisais pour dire que si c'est sur Facebook, vous allez gérer les choses, ou bien c'est ça qui va cristalliser vos attentions, et bien qui va guider vos choix, vous allez vous tromper. Il y a une grande leçon, hein. On a coupé Facebook ici, c'était pourquoi? C'est parce qu'on parlait trop. Mais quand on a fini de nous couper, qu'est-ce qui est arrivé? Et à chaque fois quand on nous rencontrait, qu'est-ce qu'on nous disait? Que non, sur les réseaux sociaux, les gens font ceci, les gens font cela. On avait commencé à arrimer tout à ça. Non, il ne faut pas se tromper. Et il faut être... Moi, je pense que la décision qu'on a eue, elle est venue trop vite. Et puis, elle est venue dans un contexte qui n'était pas apaisé. Et ça a donné l'impression de jeter en pâture quelqu'un qui a fait quand même un boulot qui est appréciable. Parce que si on veut s'asseoir et regarder les statistiques de Kamou Malo, ce n'est pas sur ces stats-là qu'on va le virer. Mais ce n'est pas sur ces stats-là qu'on va dire qu'on ne renouvellera pas son contrat. Donc on aurait pu avoir plus de je ne parlerai pas de magnanimité, mais on aurait pu mettre au moins cette main de fer là dans un gant de velours, même si on savait qu'on n'allait pas renouveler ce contrat. On aurait dû y mettre la manière. Et la manière pour moi, c'est que le président Bansé recommence à avoir et à travailler à avoir une fédération qui soit unie, où autour d'une table ça se parle et que les décisions se prennent ensemble. Il peut avoir le dernier mot, c'est pas un problème, mais il faut que vous vous asseyez ensemble. Il y a un comité exécutif qui existe. Il faudrait que vous travailliez avec ces instances que vous avez même vous-même imposées dans vos textes. Donc c'est une réalité. Je crois que ça c'est pour moi très important si on veut sauver notre football. D'accord. Non-renouvellement du contrat de Kamou Malo et de ses adjoints et la décision du Danemark de suspendre son aide au développement au Burkina Faso. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation première de la semaine. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. Merci, messieurs les juges. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.